Les étudiants du master en sciences et gestion intégrée de l'environnement accompagnés de leurs encadreurs ont effectué en date du 2 au 4 juillet 2020 les travaux de terrain intégrés dans les différentes régions géoclimatiques du Burundi. Les endroits visités comprenaient le parc de la Ruvubu, les savanes de Murehe dans la commune de Busoni tout près de la frontière rwandaise, les lacs Rweru et lac aux oiseaux, observation dans les plateaux centraux et la crête Congonil. Au niveau du parc de la Ruvubu à Tchankuzo, ces étudiants ont eu droit aux explications de leurs encadreurs à propos de l'amélioration des différentes espèces de la faune et de la flore de la dite réserve et les menaces qui s'y observent. Ce qu'on appelle le suivi des habitats. Ils ont fait des transects et à chaque fois, ils notent les espèces et en même temps, ils notent les menaces qui sont là. Après X temps, ils le tournent pour voir si ce qui a été modifié ou bien ce qui a été pris comme point positif pour améliorer la sauvegarde de ces espèces. Alors si vous voulez, je pourrais vous en donner un document parce que j'ai encore quelques exemplaires au bureau. C'est un beau livre qui vous aide à étudier la biodiversité, surtout floristique, de ce parc. Au niveau de la réserve nationale de la Ruvubu, le docteur Joël Ndaïchimie a énuméré les différents types d'arbres que l'on trouve dans la dite réserve, ainsi que des fruits que ces arbres offrent à la population des environs. C'est formé essentiellement par umusange, tada abusinika. Voilà. Icyo ni cyambere. Cya kabiri hariyo yindi si on était ici au mois de décembre, vous allez manger des fruits, il y a beaucoup de fruits ici de amashindwe, anizophilia bohemi. Kariho ngaha hafi. Ah. Mais c'est pas la saison. Le docteur André Ndouimana a laissé entendre que tous les arbres que l'on voit dans le parc de la Ruvubu sont ceux qui résistent au feu et que c'est l'une des caractéristiques des savanes. On a parlé des feux. Si vous regardez les arbres que nous avons ici, vous allez voir que tous ces arbres que nous avons, ce sont des arbres qui sont résistants au feu. Quand vous regardez les troncs, les écorces, vous voyez que ce sont des arbres qui ont résisté au feu. Et ça, c'est une caractéristique en fait des savanes. Les savanes, ce sont des formations qui sont maintenues par le feu. Et si vous suivez ce qu'on appelle les séries évolutives, Monsieur Joël vous a parlé de l'évolution dans le sens régressif et dans le sens évolutif. Si on ne brûle pas, ne pensez pas qu'on va rester avec les savanes. Non. Ici, si on a une savane arbustive, on peut évoluer vers une savane arborée et on peut aller vers maintenant une forêt claire. Et quand on a une forêt claire, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de sous-bois. Et si on n'a pas de sous-bois, on n'aura pas de quoi? Les antilopes. Or, vous savez que c'est terre protégée. Il a sa renommée à cause de quoi? À cause des buffles. C'est presque le seul écosystème du où vous avez des visites. Certains des gardes forestiers ont expliqué aux étudiants comment ils parviennent à faire le comptage des différents animaux qui peuplent la réserve nationale de la Ruvubu. Pendant le moment d'été, les oiseaux se dirigent vers les galets. Il faut passer par-ci, c'est-à-dire on commence à compter, on compte. Après avoir compté, ils nous donnent une liste. Et puis on fait la moyenne. Pendant leur deuxième journée et avant d'entamer la visite au lac du Nord, le professeur Gaspard Ntakimazi, se servant de la carte géographique du Burundi, a situé ces lacs géographiquement. Alors, ce qui a noté, donc on ne va pas en reparler. Donc le lac Chohoha, donc il est du domaine de la Kanyaro. Gwero iri domaine de la Nyabarongo Kagera. Kagera irinjira ngaha dans le lac kajisohoka. Au départ irinjira yitwa Nyabarongo gasohoka yitwa Kagera. Ngaha tanto yamaze ari makeyi haba juste un petit marécage avec un
petit filet d'eau yinjiramwo aba ari makeyi gose mbwa amazi yabaye menshi aguma ari menshi yinjira agasohoka de l'autre côté. Le Burundi a une plus grande partie du lac. La plus grande partie du lac du Burundi. Ni Rwanda ni gihone ndi hatoyi. Même pour la Kushohoha, c'est une plus grande partie. Ils ont beaucoup plus de lacs. Une fois arrivé dans la réserve de Murehe, le docteur Joël Ndaïchimier a énuméré les différents types des écosystèmes qu'on y trouve. Il a également laissé entendre que cette réserve s'étend sur 2 pays, le Rwanda et le Burundi. Il a en plus de cela décrit sa végétation, ses caractéristiques, son climat et à quoi est due la dégradation qui s'y observe. Il y a une partie qui se trouve au Rwanda et une partie qui se trouve au Burundi. Je n'ai pas voulu qu'on s'arrête ici la route, sur la frontière, ça ne sert à rien. Je préfère qu'on s'arrête ici pour montrer, pour décrire la végétation qui se trouve dans le site d'Ordal et protégé de Murehe. Déjà, si vous sentez au niveau du climat, au niveau de la température, vous sentez qu'il fait un peu chaud. Il fait très chaud. Ça veut dire que il y a peu de précipitations. Alors, la plupart, donc, on caractérise cette forêt comme celle que nous avons décrite dans la plaine de la Rusizi. C'est une forêt sclérophile, comme celle de Mbungwe. Donc, forêt sclérophile A, on va dire A. Ici, il y a une espèce que vous avez déjà dit, que vous avez déjà visité dans le périmètre de l'aéroport. Il y a une acacia qui fait une inflorescence en jaune. Il y a l'autre caractéristique que vous avez ici, vous avez vu beaucoup des aloès. C'est aussi des plantes que vous avez déjà vues dans la plaine de la Rusizi quand nous avons vu la forêt d'Ogihungwe. Si nous avons l'aloès, la Thérissia, donc il y a le professeur Douglas que vous n'avez pas connu, vous. Il y a là, il disait des études sur les études phytochimiques. Il y a beaucoup de la littérature là, sur ça. L'aloès, la Thérissia. Alors, nous avons... Alors, nous avons vu aussi dans la plaine de la Rusizi des petits euphorbiacées ou des grands euphorbiacées qui sont répartis dans les vallées. Ce qui fait que nous avons parlé que ça donne la nouvelle notion des bosquets, ou des bosquets xérophiles. Alors, même ici, nous avons beaucoup d'aloès. C'est pas l'eau. Plutôt euphorbiacées. Et des euphorbes candélabres ou candelabres. Vous allez voir tout le long en descendant vers la vallée ici, un peu dispersé et ça forme des petits, comme des petits buissons. La différence avec celle que vous avez dans la plaine de la Rusizi, là c'est parce que c'est combiné avec les bananitacées et là ça forme une forêt qui est presque impénétrable. Et d'ailleurs c'est la notion qu'il y a un professeur qui s'appelle Germain, qui a travaillé au Congo dans la plaine de la Rusizi, qui a décrit cette végétation de la plaine de la Rusizi. Ce sont des qu'on appelle, c'est difficile à pénétrer et quand c'est très serré. La dégradation de ce site a été due principalement par le dépassement des limites. Donc vous voyez que c'est d'origine anthropique. Même si vous voyez que s'il y a des petits champs qui sont installés, on va dire à l'intérieur de l'air protégé, et même en descendant, vous allez le voir. Quand nous avons parlé des contraintes hier au niveau de l'OBPE, l'insuffisance des gardes forestiers, l'insuffisance des budgets, là aussi, vous voyez qu'il n'y a personne qui est fixe. Complicité de l'administration. Oui. Donc il n'y a personne qui gère au quotidien
il est basé à Kirundo, mais il ne vient pas ici. Donc vous voyez que c'est une lacune au niveau de la surveillance de ces terres protégées. Alors, il y a une autre forme de dégradation qui est très visible. C'est là qui est dit à cette espèce-là, le lantana camara. Lantana camara a déjà occupé de grandes superficies dans cette réserve et ça empêche les autres espèces alors qui sont ces graminées de pousser. Vous voyez que ça occupe une grande partie. Je ne sais pas comment ils vont arriver à la détruire complètement pour valoriser ça. Mais il semble qu'ailleurs, cette espèce est en train d'être valorisée autrement. Est en train d'être valorisée autrement. La semaine passée, quand j'étais avec des étudiants de baccalauréat, nous avons eu la chance de trouver des singes. Depuis que je visitais ici, c'était la toute première fois que je les voyais. Il y a même quelqu'un qui a fait le mémoire ici. Je lui ai posé la question, est-ce que tu avais déjà vu des singes? Il a dit non. Alors, donc c'est peut-être dit, je ne suis pas sûr, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus beaucoup de trafic, mais de l'autre côté c'est bien protégé. Alors ces singes-là, ils font des migrations un peu partout. Comme nous sommes en train de parler, donc c'est la région de Bugesera, vous avez pris part même dans les agro-écosystèmes, il n'y a pas beaucoup d'arbres. La plupart des espèces qui ont été plantées là, nous moussavons qu'on appelle, c'est le Marchamia litea. C'est la seule espèce qu'on a dit qui a pu résister aux conditions d'ici. Donc le Marchamia litea qui a pu résister. Il y a beaucoup les autres espèces n'ont pas pu s'adapter par. Il semblait qu'il y a beaucoup de termitières qui ne faisaient pas que ces espèces puissent se maintenir. Donc, grosso modo, c'était parti. Dès qu'on avait vu la biogéographie, on a oublié qu'il y a deux auteurs qui ont travaillé sur la biogéographie. Donc, il y a Lowell. Lowell et Ndabanese, c'est plus que la même chose. Il y a aussi l'Ambino. Mais l'Ambino, lui, il avait déjà individualisé cette zone à part. Contrairement à Lowell qui avait mis dans la même zone que la région de Karuzi, Moyinga. Alors que hier, avez-vous vu des entendants à Businika ici? Non. Ce qui fait que c'était les régions là est connu au niveau phytogéographique, il est à part. Il est à part et il faut bien l'individualiser. Donc ça veut dire que nous avons 5, nous n'avons pas 4 comme on le disait dans la littérature. Et ça a des affinités alors avec cette partie-là de Gihungwe. Le docteur André Nduwimana a apporté d'autres éclaircissements sur le démarrage des bosquets, leur développement et les dégradations qui s'y observent. Ce sont des adaptations des espèces. Parce qu'il y a des espèces, regarde là, bien sûr, qui, partout, une concentration autour d'une termitière. En fait, vous allez trouver que c'est presque Association. les mêmes espèces. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui ne peuvent se développer que sur des termitières. Parce que les termites digèrent de la matière organique. À ce moment-là, généralement, à côté des termitières, vous y trouvez aussi des champignons. Et si on analyse bien, on risque de trouver que ces plantes qui se développent sur des termitières, ce sont des plantes ectomycorhiziques. Et quand ce sont des ectomycorhizes, vous ne pouvez les trouver que sur des termitières. Concernant la dégradation, vous avez parlé de la dégradation de ce milieu. En fait, aujourd'hui, c'est un milieu qui est en train de se reconstituer. Peut-être que ceux qui avaient visité ce milieu dans l'état passé, le milieu n'était pas comme on l'a aujourd'hui. C'est qu'ici, c'était un milieu plutôt qui était dégradé par l'élevage. Là, c'était l'activité qui posait beaucoup de problèmes. Il y avait ici des gens qui s'étaient fait, qui laissaient les vaches divaguer à l'intérieur. Et là, à un certain moment, on a pris des décisions. Et alors, on a fait quoi? On a chassé. Mais c'était une décision un peu plus politique. Pourquoi? Parce que le monsieur qui avait des vaches ici, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait cédé une partie de l'autre côté. Une partie dans laquelle on avait installé des réfugiés. Et il a cédé une partie
Et on lui a donné l'autorisation de venir occuper ici au niveau. Et là, ça a détruit le paysage. De façon qu'à un certain moment, on a dû imposer qu'il retourne. Et lui, il n'a pas retourné. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'est les jeunes et l'administration ont pris les vaches, on les a de force, ils les ont amenées au niveau de quoi? Au niveau de la commune. Et ça a fait beaucoup de tollé. Je ne sais pas si vous avez entendu le cas de Nzogera, pour ceux qui ont connu ça. Et aujourd'hui, quand même, vous voyez que ça se reconstitue. Hein? Et vous avez parlé aussi de paysage, que c'est une notion effectivement qui est aujourd'hui utilisée par l'OBPI. C'est partout où vous avez des écosystèmes anthropisés, où vous avez des écosystèmes naturels, où vous avez même des écosystèmes naturels qui sont différents. Ici, vous avez les lacs, vous avez des écosystèmes naturels et vous avez aussi des milieux anthropisés. Et lorsque vous avez ce niveau supérieur à l'écosystème, vous avez étudié l'écologie du paysage. Le paysage, c'est-à-dire, c'est un niveau qui est supérieur à quoi? À l'écosystème. Des étudiants ont posé des questions de compréhension, de savoir où se situent les limites de la réserve nationale de Murehe, puisque ces dernières ne sont pas visibles à l'œil nu. Aujourd'hui, le problème qui est là, quand vous allez au niveau des aires protégées du Burundi, c'est très peu où on a des limites matérialisées. C'est-à-dire on a ça dans les papiers, et des fois, où vous avez des conflits entre les populations et les protégés. Et je pense qu'ici, on doit mener un autre travail de démarcation de ces limites, parce que vous allez voir que les populations vont réclamer et le BPI réclame. Vous allez voir qu'il y a des zones qui sont réclamées par la population et des zones qui sont réclamées par le BPI. Et bien sûr, comme c'est le BPI, c'est la loi, on impose, mais on impose, comme on vous a dit, on impose alors qu'on n'est pas là. Qui gagne, c'est celui qui est sur le terrain. Parce qu'il y a des cas quand même qui sont un peu aberrants. Quand vous allez par exemple du côté de Malagarazi, vous allez voir que le BPI est en train de se disputer, en tout cas en terrain avec la Sosumo. Et vous allez voir que la Sosumo a un décret qui lui donne la parcelle. Et vous allez voir que le BPI a un décret qui... Et vous allez, quand vous regardez, c'est le même terrain. Et c'est l'État qui a fait ça. Et là, c'est pas seulement... Il y a les questions des limites, c'est vraiment très compliqué. Le docteur André Ndouimana a expliqué aux étudiants les différents services écosystémiques que cette forêt offre à la population environnante. D'abord, nous sommes dans un milieu qui est vraiment sec. OK? Et déjà avoir une végétation, le premier bénéfice qu'on a, c'est le microclimat. Là, tout le monde va le sentir. Hein? Ça, c'est un. Ensuite, quand vous avez une végétation comme celle-là, hein, vous avez une végétation, bien sûr, qui va faire quoi? Qui va bien protéger le milieu. Et là, il doit y avoir des gens qui vont chercher du bois. Vous voyez qu'ici, on a des problèmes en ce qui est du bois. Hein? On vous a parlé de quoi? Des singes qu'on commence à voir. C'est-à-dire que c'est un milieu aussi qui va développer quoi? Il y a des animaux, le tourisme. Donc, ça dit quand on l'exploite, la population peut en tirer profit. Ces étudiants du master en environnement ont voulu savoir pourquoi certaines aires protégées ne sont pas habitées, tandis qu'il y en a d'autres qui le sont. C'est souvent l'administration locale, des gros morceaux, des juges, des conseillers, souvent avec la complicité même des gens très très haut placés. Et alors, ça peut changer d'un régime à un autre, mais le plus souvent, ça ne change pas beaucoup dans le sens positif, malheureusement. Le botaniste André Ndouimana a précisé que les Lantana Camara dominent la réserve de Murehe et qu'il n'y a pas moyen de les arracher à voir la physionomie de cette aire protégée. Le Lantana Camara est parmi les espèces, plus que les Kaliandra, que vraiment sa matière est beaucoup plus fertilisante. Il a regardé seulement les productions. Il a vu que même la production est supérieure de là où on a mis les engrais. Ça, les engrais, oui, minéraux. Donc, on peut utiliser ça peut-être dans le sens de... Mais je me dis que... Bon, ça dépend. Le jour où la population comprendra que ce milieu est à protéger, je pense que Lantana Camara ne serait pas un problème.
Le problème maintenant, c'est comment est-ce que la population vraiment va comprendre que éliminer le lantana camara, c'est pour laisser les autres espèces. Est-ce que vraiment ils sont sensibilisés sur l'importance des autres espèces? Les étudiants ont cherché à savoir s'il existait des animaux qui habitent dans la réserve d'Omurehe, comme on les avait vus dans le parc de la Ruvubu à Chankuzo, et des explications irrelatives leur sont données par leurs encadreurs. À partir de ces donc dans les gorges plus basses, là où il y a sûrement des arbres plus hautes avec des fruits, des fruits mangeables. Apparemment, ici dedans, il n'y a pas grand-chose ici. Avant, il y avait juste des herbivores par le passé. Des buffles et des antilopes et autres. Une fois arrivé sur les lacs du Nord, le professeur Ntakimazi Gaspard, responsable du master en environnement, a passé au peigne fin les différentes sortes de végétation naturelle et des îlots flottants que l'on trouve dans ces lacs. Tout autour, vous verrez bien, tout autour, il y a une petite plaine semi-inondable avec une végétation. Alors, ça même, il est dominé par des papyrus. On trouve des papyrus, c'est généralement une zone aquatique quasi permanente. À la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu une mise en place du fonds qui se chargerait de la gestion de ces lacs du nord du Burundi, le professeur Gaspard Ntakimazi a laissé entendre que même le département de pêche du ministère chargé de ces questions n'est pas si fort à la matière. Tu sais, même le département de pêche, il n'est pas très fort, t'en fais pas là. En fait, il y a des choses qui se décident beaucoup plus haut que ça. Beaucoup plus haut que ça. Eux, même au département de pêche, ils n'ont pas vraiment les moyens d'appliquer leur réglementation. Le professeur Ntakimazi Gaspard et Shadrach Nyonkuru, délégués des étudiants du Master 1, ont explicité le plus-value qu'apporte ce genre de cours sur terrain envers leurs bénéficiaires. Tout d'abord, ce qu'ils font ici, ils ne sont pas en train de se promener là. Ils sont en train d'apprendre des choses. Surtout pour voir de manière sur le vif ce qu'ils ont vu au cours. Les forêts qu'on a vues hier, là, on a beau monter des photos, quand on ne les a pas vues soi-même, on ne peut pas assimiler ce qu'on a vu là. Parler d'un lac, c'est une photo. Même en passant sur une photo, on ne peut pas avancer dans la connaissance. Et ainsi de suite. Savoir, évidemment, ici, si on était juste venu pour la pêche, on serait arrivé ici à 6 heures du matin. C'est ce qu'on fait actuellement quand on vient avec des petits groupes d'étudiants uniquement pour la partie pêche. On vient à 6 heures du matin, quand les pêcheurs sont en train de débarquer. Après 8 heures, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Ou bien ils vont partir ce soir, ou bien ils sont encore au milieu du lac. Ou bien alors on peut revenir à 5h30 du soir, là on verra le poisson. Donc en fait la meilleure façon, surtout pour ces sciences naturelles, on doit aller voir sur le terrain d'abord, avant de voir ça sur des photos, dans des livres, et ainsi de suite. Là on n'a pas le choix. Il y a des choses quand on n'a pas vu soi-même sur le terrain, on ne pourra jamais assimiler. Ça nous aide à intérioriser les notions théoriques déjà apprises au cours. Quelquefois, il nous est difficile de comprendre ce qu'on nous dit à l'oral, mais sur le terrain, vraiment, c'est praticable. Et pour cette promotion, c'est très intéressant parce que ce sont des futurs experts en matière de l'environnement. Et je crois qu'il leur sera facile de bien gérer lorsqu'ils seront des cadres du pays. Une observation positive sur le lac aux oiseaux est qu'au moins il y a une zone tampon qui est visible, même si l'eau avait monté jusqu'au niveau supérieur ces dernières années. Ce que vous avez remarqué d'un point positif ici, c'est qu'au moins il y a une limite qui est visible. Avec, on parle, donc, en quittant le lac vers les zones... oui, c'est vraiment respecté. Sauf que ces dernières années, l'eau avait monté jusqu'à un niveau supérieur. Pour vous dire que la zone tampon avait été bien matérialisée. D'ailleurs, vous pouvez le voir à travers la végétation que vous voyez là, qui se trouve de l'autre côté. Vous n'avez pas vu des hippopotames aujourd'hui.
Mais sachez bien que ça existe. Ils sont dans l'eau. La fois dernière, on m'a dit que comme ici, il n'y a plus de végétation, ils se sont déplacés soit de l'autre côté ou bien en montant. Ça, c'est ce que je voulais dire au niveau de la vallée. C'est que la population d'ici a essayé de respecter au moins la zone tampon. La deuxième chose que je vais parler, c'est ce matin, d'ailleurs, même les étudiants l'ont toujours posé, la population d'ici tire beaucoup de désavantages par rapport au lac. Au niveau de ces fragilités, ça veut dire que les services écosystémiques, ils utilisent ça pour fabriquer de petites choses au niveau de l'artisanat. Alors, comme ces gens d'ici, ils ont eu la chance d'être encadrés par... Il y a un projet du bassin sur le lac Victoria. Ils ont eu la chance d'être encadrés il y a 4 ou 5 ans. Vous l'avez vu à travers le développement de ces champs des oignons. Il fut un moment où ces oignons n'avaient pas eu la chance de trouver le marché. Donc le prix avait tellement chuté. Donc ça avait participé à la modification, donc améliorer le niveau de vie de la population ici. Alors, pour le moment, je crois qu'ils ont encore tendance à le faire. Vous savez, quand un projet se termine, ce n'est pas toujours évident que l'accompagnement qu'ils ont eu, on voit que les bonnes pratiques qu'ils ont apprises, ils continuent à au moins à les valoriser. Donc là, je dis à l'attention de ces futurs gestionnaires du pays. Quand on fait le tour du pays, il faut observer et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer le niveau de la population et en même temps contribuer à protéger l'écosystème. Le professeur Ntakimazi Gaspard a précisé que le lac aux oiseaux est un dortoir des oiseaux migrateurs. Il a ajouté que ce lac est plus minéralisé que les autres de la région. Donc, les étudiants, les biologistes, ils vont déjà mon excursion. Et normalement, quand on peut voir les oiseaux, on vient ici à 5h30 du matin. 5h du matin. Là, on les voit tous se lever. Ça a dit la samba de Guinda, dans tous les lacs et marécages de la région. Et bien alors, le soir, tout à l'heure, à 5h30, on les va rentrer. Ces oiseaux-là, il y a aussi une variation annuelle, parce que c'est aussi une zone de transit pour les oiseaux migrateurs. Il y a des vents en Europe, il y a vers octobre, il y en a qui passent ici une semaine ou deux, qui continuent leur chemin vers le sud. Et puis ils reviendront en février, vers fin février, c'est quand ils vont remonter vers le nord pour aller nidifier en Europe. Ceux qui voudraient connaître la liste de toutes les espèces qu'on a donc déjà identifiées ici. Il faut donc les trouver dans différents ports qui existent, c'est à cause. Sinon, au chaque jour, il y a 5 du matin. Quand il y a plusieurs fois, on a plusieurs mois. Même en cycle annuel, le docteur Joël Ndaïchimiye a fourni des explications sur les caractères du syndrome d'insularité. Il y a quelque chose que Gaspard vous a dit. Quand il vous a parlé d'inanisme, ce sont des choses que vous avez prises de biogéographie insulaire. Vous vous souvenez donc les caractéristiques du syndrome d'insularité. Donc il y a le gigantisme, le nanisme, le fait qu'il y a un peu isolé, il doit, au fur et à mesure que ça va rester comme ça, il devrait y avoir en termes ce qu'on appelle des spéciations pour certaines espèces qui ne peuvent pas arriver ici pour faire les échanges. Donc je vous inviterai même pour comme il y a la recherche pour le moment, essayez de vous intéresser si
beaucoup plus à Bazo-Grignoni, étudier les oiseaux qui se trouvent dans ce petit îlot. Le docteur André Nahimana, quant à lui, parlait du paysage qui entoure le lac aux oiseaux de Kirundo, en précisant qu'il y a tant de choses à valoriser à cet endroit qu'on ne fait pas ailleurs. Pour les aménagistes, en fait, un environnement, ce n'est pas seulement regarder économique. Quand vous regardez ce paysage, vous voyez qu'il y a la notion d'esthétique. Hein? Oui. En tout cas, si on devrait valoriser, il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire ici, qu'on ne fait pas ailleurs. Pour ceux qui ont déjà vu comment on fait le tourisme en Europe, c'est ce qu'on appelle le tourisme de vision. On a fait ce bwato bakazunguruka bakagira ahantu bakagaruka ngaha ari umuturiste kuhabona izo nyoni agenda aca kuri rya ntuza akagaruka, c'est déjà phénoménal. Donc ça c'est quand on ouvre encore plus disons l'imagination, ce lac vraiment a beaucoup de potentialité en ce qui est de quoi, en ce qui est du tourisme. Même si vous comparez avec le delta de la Russie, vous voyez qu'ici c'est beaucoup sur l'aspect panoramique. Ce lac Gwihinda a cet aspect panoramique plus que les autres lacs. Les étudiants ont voulu connaître les raisons qui font que les oiseaux viennent passer leur nuit aux alentours du lac aux oiseaux et des explications appropriées leur sont données par ces encadreurs. Non, c'est très très ancien. Hein. Ça sûrement fait même avant que ce soit habité ici. Là. Apparemment, donc l'homme est sûrement venu sur Terre et a trouvé les oiseaux sur place. Ils avaient déjà leurs habitudes. Au contraire, s'ils changent à cause de l'homme, peut-être ils peuvent ne pas revenir. Mais s'ils devaient continuer comment ils ont vécu depuis que l'homme... Même bien avant que l'homme ne vienne sur Terre, ils avaient sûrement déjà fait ça. Donc ça dit venir d'Europe, la région des lacs de la dépression, avec autant de lacs, zones de repos, de nourriture accélérée, pour conduire la route, surtout des endroits où dormir sans trop de perturbations. Ils le savent depuis des générations. On ne sait pas comment ils ont appris ça, mais au moins ils le savent depuis bien avant nous. Donc ce qu'on fait ici, c'est juste pour essayer de restaurer ce qui existait avant la dégradation. Sinon, au départ, les oiseaux étaient déjà là avant nous. Ce n'est pas nous qui les avons invités. C'est nous qui sommes venus plutôt les perturber. Ces éminents enseignants-chercheurs de l'Université du Burundi ont formulé des propositions et conseils à l'endroit des décideurs politiques pour qu'ils puissent rentabiliser ces lacs en érigeant des infrastructures génératrices de revenus tout autour de ces derniers. Continue à dire, il y en a quand même qui écoutent et qui vont mettre en application. On ne peut pas se rendre et se taire quand on se tourne en environnementaliste. Un environnementaliste, eh bien, si je parle d'un écologiste par exemple, pas un écologue. Un écologiste, c'est celui qui crie. Et on doit continuer à crier. Alors si on devrait crier, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un milieu, bien sûr, qui peut générer un peu plus beaucoup de revenus. Mais ce n'est pas seulement ici à Kirundo qu'on va faire en sorte que ce lac soit exploité. Le professeur vous a dit ça. Il y a un environnement politique, il y a un environnement, je dirais, d'accueil qu'on doit développer. Alors, si on développe par exemple des écoles d'hôtellerie, alors et qu'il y ait bien sûr un environnement par exemple économique qui est très favorable, je pense que toutes les potentialités pourront être bien sûr exploitées. Donc les potentialités sont là, alors il faut bien sûr s'y mettre et les exploiter pour tirer profit de ce que Dieu nous a donné.